Sujet particulièrement intense, On peut le dire, oui. la réanimation et plus précisément l'antibiothérapie probabiliste. Pour ça, on s'appuie sur une série de documents de formation médicale qui sont franchement éclairants. Absolument. Et qui nous montre une médecine où chaque minute compte. Littéralement, c'est ça. Alors, mettons-nous en situation. Un patient arrive, état de choc, tous les voyants sont en rouge. On suspecte une infection gravissime, mais impossible de savoir quel germe est en cause. Et là, c'est la course contre la montre. Exactement. Alors, comment on fait? On tire au hasard en espérant toucher la bonne cible? C'est toute la question. Et la réponse, elle est dans le mot probabiliste. La première diapo des documents le dit très clairement, c'est une prescription faite avant de connaître l'ennemi. Mais, et c'est le point clé, ce n'est pas un tir à l'aveugle. C'est ce qu'ils appellent un pari raisonné. L'idée, c'est de faire le pari le plus intelligent possible avec les quelques indices qu'on a. Un pari raisonné. J'aime beaucoup l'expression. Et en parlant d'indices, il y a une phrase dans les sources qui m'a vraiment sauté aux yeux. Ah oui? Ça dit «le temps, c'est du tissu». C'est presque poétique, mais la réalité derrière, elle est glaçante. Oui. Il y a ce graphique, c'est une vraie claque. Il montre que pour chaque heure de retard dans l'administration des antibiotiques, une fois l'hypotension installée, Oui. le taux de survie s'effondre de 7,6%. C'est énorme. Presque 8% de chances de survie en moins. Toutes les 60 minutes, ça donne le vertige. C'est exactement ça. Et ce chiffre, il justifie ce que les documents appellent la règle, avec un grand R. La règle. Il faut débuter le traitement dans l'heure qui suit le diagnostic. C'est la fameuse La golden hour. la golden hour, l'heure en or. C'est une fenêtre de tir qu'on n'a tout simplement pas le droit de manquer. Le but, ce n'est pas juste de tuer des bactéries, c'est d'enrayer une cascade inflammatoire qui détruit les organes un par un. D'accord, l'urgence est totale, c'est limpide. Mais alors, revenons à ce pari raisonné. Oui. Les sources insistent pour ne pas dire empirique, qui ferait penser qu'on agit au hasard, et pour guider ce pari, il y a ce fameux triangle décisionnel. C'est ça, une grille de lecture en 3 parties. Le premier sommet du triangle, c'est le patient lui-même. Son terrain en quelque sorte. Voilà. Est-ce qu'il est immunodéprimé? Est-ce qu'on lui a retiré la rate? Ses antécédents? Ses voyages? On regarde aussi s'il est déjà porteur de bactéries résistantes. Chaque patient est une énigme. Ça, c'est pour l'individu. Et les deux autres piliers? Le deuxième, c'est l'écologie. C'est-à-dire? D'où vient l'infection? Attrapée en ville, donc communautaire, ou à l'hôpital, nosocomial. Les coupables ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, il y a l'écologie locale. Chaque hôpital a ses propres superbactéries, il faut les connaître. D'accord, l'environnement direct. Et le troisième pilier, c'est le site, la porte d'entrée. Une pneumonie, ce ne sont pas les mêmes germes qu'une infection urinaire. On évalue aussi la gravité, le nombre d'organes qui lâchent, avec des outils comme le score SOFA. Patient, écologie, site. C'est très logique. Mais dans le feu de l'action, est-ce que ces indices ne peuvent pas se contredire? C'est une excellente question, et c'est tout l'art de la réanimation. Il n'y a pas de réponse toute faite, c'est une synthèse. On fait une moyenne, en gros? On couvre les deux hypothèses les plus probables. On ratisse large au début justement pour ne pas se tromper. On croise les données pour dresser le portrait robot du suspect numéro 1, et on choisit l'arme qui peut le neutraliser. Bon, on a choisi l'arme, mais les documents soulèvent un autre problème. Et ça m'a paru contre-intuitif. Lequel? Les doses standards ne fonctionnent pas. Face à un patient très fragile, la solution, c'est des doses massives. Pourquoi cette approche frapper fort est-elle vitale? Parce que le corps du patient en sepsis n'a plus rien de normal. Il subit un tsunami physiologique. Il y a 3 phénomènes majeurs. Le premier, c'est l'augmentation du volume de distribution. C'est-à-dire? Le patient fait des œdèmes, on lui injecte des litres de liquide, il est gonflé d'eau. Ah, donc c'est comme verser un sirop dans une immense carafe d'eau au lieu d'un petit verre. Il est tellement dilué qu'il n'a plus d'effet. C'est exactement l'image. La concentration d'antibiotiques s'effondre. Deuxièmement, la clairance, donc la vitesse d'élimination par les reins, devient imprévisible. Soit trop lente, soit trop rapide. C'est ça. Soit les reins lâchent et le médicament s'accumule, soit, paradoxalement, il s'emballe et l'élimine trop vite. Et le troisième point, crucial en état de choc, la diffusion tissulaire est effondrée. L'antibiotique n'arrive pas là où il doit agir. Voilà. Il reste dans le sang, mais il n'atteint pas le champ de bataille, le site de l'infection. Il ne sert à rien. Il y a ce graphique saisissant dans les sources. On voit la courbe de concentration chez une personne saine qui monte bien haut. Oui. Et celle du patient sceptique. Elle est toute plate, elle rampe bien en dessous de la ligne rouge, la concentration minimale inhibitrice, la CMI. Et cette CMI, c'est la ligne de front. Si on ne la dépasse pas, les bactéries continuent de gagner. La conclusion est donc simple. Il faut une dose de charge. Une première dose massive. Exactement. Bien plus élevée que les suivantes pour saturer immédiatement tout le système. C'est l'idée de donner un grand coup de poing d'entrée de jeu. Frapper fort et tout de suite. D'accord, c'est très clair. Mais passons à la pratique. Toute cette théorie s'applique différemment selon le type d'infection, j'imagine. Tout à fait. Prenons les poumons. Une pneumopathie aiguë communautaire, donc attrapée en ville, on pense d'abord au pneumocoque. Cible numéro 1. Voilà. Mais si c'est une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, la PAVM, chez un patient intubé en réa, Là, c'est une autre histoire. c'est une autre histoire. On suspecte des bactéries d'hôpital, des germes aguerris, potentiellement multirésistants. Et là, on ne prend aucun risque, c'est l'artillerie lourde, souvent une trithérapie, 3 antibiotiques d'un coup. pour être sûr de couvrir toutes les menaces. Là, on est dans une guerre purement chimique. Mais pour d'autres infections, comme dans le ventre, le combat est différent. L'antibiotique n'est même pas l'arme principale, si j'ai bien lu. Non, et c'est un message capital. Pour les péritonites, le mot d'ordre, c'est le contrôle de la source est fondamental. C'est-à-dire la chirurgie. Exactement. Si un intestin est perforé, les antibiotiques ne sont qu'un soutien. Le vrai traitement, c'est le chirurgien qui va nettoyer, drainer. Sans ça, les antibiotiques sont... Des pompiers qui essayent d'éteindre un incendie pendant que quelqu'un jette de l'essence dessus. C'est exactement ça. C'est fou de se dire que pour de telles infections, le médicament est un second rôle. Et c'est encore plus vrai, j'imagine, pour ces infections de la peau fulgurantes, les infections nécrosantes. Ah oui, la diapo avait un énorme tampon rouge en urgence chirurgicale. C'est la même logique, mais poussée à l'extrême. Des bactéries mangeuses de chair libèrent des toxines qui détruisent les tissus à une vitesse folle. L'antibiotique va tuer la bactérie, mais n'arrête pas les toxines déjà là. Donc il faut enlever les tissus morts. Il faut aller au bloc et retirer physiquement tout ce qui est nécrosé. C'est une course contre la montre chirurgicale. Et pour le cerveau, la méningite bactérienne. Là aussi, l'urgence est absolue. Et j'ai vu un algorithme qui inverse toutes les priorités. Oui, face à une suspicion de méningite grave, avec un coma ou un purpura fulminant, Ces taches violettes sur la peau, voilà qui signe une infection du sang catastrophique. Là, la séquence est contre-intuitive.
Normalement, on diagnostique, puis on traite. Et là, On traite, puis on diagnostique. L'ordre, c'est 1. Injection immédiate des antibiotiques. 2. Scanner. Et 3. Seulement après, si possible, la ponction lombaire pour la preuve. on ne peut pas se permettre d'attendre la confirmation. Le risque de décès ou des séquelles est bien trop élevé. Dernier cas de figure, très courant en réa, les infections sur cathéter. La porte d'entrée royale pour les microbes. En cas de sepsis grave qu'on pense lié à un cathéter, il y a un protocole en 3 temps. 1. On retire le cathéter. Le contrôle de la source. Toujours. 2. On démarre de la vancomycine contre les staphylocoques. Et 3. On ajoute une bêta-lactame active sur le pseucyanique. On applique une politique de la terre brûlée. D'accord, donc tout ça, c'est l'assaut initial. Le pari, la dose de charge. Mais le match n'est pas fini. Non. Les documents insistent énormément sur le deuxième tour, la réévaluation à 48 heures, le moment où on valide ou on corrige le pari. C'est l'étape de la désescalade. Et elle est aussi cruciale que le début du traitement. Au bout de 48-72 heures, on reçoit les résultats du labo. L'ennemi a un nom. Il a un nom et une fiche signalétique complète, l'antibiogramme. À partir de là, 3 scénarios. Premier cas, fausse alerte. Ce n'était pas une infection. On arrête tout. Logique. Deuxième cas, le plus fréquent, l'infection est confirmée. On connaît le coupable. On peut donc désescalader. On passe de l'artillerie lourde du début à une arme de précision, un antibiotique à spectre étroit, C'est plus ciblé, moins d'effets secondaires. et moins de dommages collatéraux sur les bonnes bactéries. Et enfin, on peut définir une durée de traitement la plus courte possible. Et c'est là qu'intervient une notion qui dépasse ce seul patient, l'impact écologique. Une diapo le dit de façon très directe, poursuivre un spectre large inutilement égale sélection de bactéries multirésistantes. C'est une responsabilité collective. Ne pas désescalader, c'est prendre le risque de fabriquer des super bactéries pour tout l'hôpital. Si on devait synthétiser, les documents le font très bien avec les 5 règles d'or, c'est un peu les commandements de l'antibiothérapie en réa. Allons-y. Règle 1, l'urgence, agir en moins d'1 heure. Fondamental. Règle 2, les prélèvements, toujours avant de traiter. Pour savoir sur quoi on tire, Règle 3, la dose de charge, frapper fort d'emblée. pour ne pas être sous-dosé. Règle 4, le contrôle de la source. Ne jamais oublier le scalpel. Parfois, le meilleur des antibiotiques, oui. Et la 5e, la désescalade. Toujours réévaluer à 48 heures. La synthèse est parfaite. La conclusion des documents résume bien cette philosophie. C'est un pari, oui, mais un pari calculé, immédiat et réévalué. C'est cette rigueur en 3 temps qui sauve des vies tout en pensant à demain. Et ça nous amène à une dernière pensée, pour la réflexion, cette idée de sauver des vies tout en préservant l'avenir écologique. Ça soulève une question, je trouve, assez vertigineuse. Laquelle? Pour une seule personne, là, maintenant, comment est-ce que les équipes médicales arrivent à garder en tête cette menace globale à long terme de l'antibiorésistance? C'est un arbitrage constant, à chaque prescription, entre la vie de cet individu aujourd'hui et la santé de tous demain.